Vous m'entendez? Oui, docteur. Bon, je reste dans la prise en charge. Donc, je vous ai dit, c'est-à-dire qu'il faut toujours penser à améliorer la qualité de vie de sa patient, c'est-à-dire en fonction de l'éducation. Soit il nécessite une scolarisation normale, soit spécialisée. Des fois, on a recours à certains médicaments dans la prise en charge. Un autre facteur essentiel qui est la prévention. Lorsque vous avez vu, c'est-à-dire dans les facteurs de risque et les étiologies, il y a beaucoup d'étiologies liées au cours de la grossesse, avant la grossesse même, donc des facteurs génétiques, au cours de la grossesse et après l'accouchement. Donc, on peut, c'est-à-dire éviter tout ça par rapport à une certaine prévention. Donc, la prévention est très importante puisque c'est une maladie. Donc, la déficience n'est pas une maladie guérissable. On peut améliorer les qualités de vie. Donc, la prévention joue un rôle important. Donc, un rôle important dans la prévention. On peut distinguer trois niveaux de prévention, donc primaire et secondaire et tertiaire. Donc, la primaire qui nous renvoie vers un ensemble de méthodes qui réduisent, donc qui éliminent le risque de déficience intellectuelle, dans l'éducation du couple, c'est-à-dire une cartographie génétique, savoir tout ce qui est maladie génétique de la famille. Et secondaire, dont le but est un diagnostic, est un traitement précoce. Donc là, la grossesse est là, l'enfant est là, et donc il se développe. Est-ce qu'il y a une pathologie qui peut être associée au développement de cet enfant? Et tertiaire, recherche à réduire l'handicap. C'est très important la prévention. Ça nous évite d'avoir un handicap, un enfant handicapé, c'est-à-dire au cours de son évolution, et par la suite un adulte handicapé qui est une prise en charge lourde sur la société. Donc, dans les préventions primaires, donc la promotion de la santé, une promotion, donc éducation des couples et des adolescentes, amélioration de la nutrition de la communauté, amélioration du système de santé, du système éducatif. Donc, la protection spécifique, donc immunisation donc contre la rubéole avant la grossesse, l'administration d'acide folique au début de la grossesse, des conseils génétiques et des tests donc pour des malformations congénitales. Et pour la prévention secondaire, les tests donc pour les maladies curables, l'intervention. Donc je reviens sur la prévention secondaire au cours de l'accouchement, au cours de la grossesse et après l'accouchement, et la prévention tertiaire, stimulation, formation et éducation des postes c'est-à-dire du couple, et la formation professionnelle pour les spécialistes qui prennent en charge ces enfants-là. Essayer de travailler essentiellement sur l'intégration de cet enfant et l'accompagnement de la famille, et à créer ce qu'on appelle des groupes de discussion et d'entraide pour les parents à travers des associations. Donc, le soutien psychologique aux familles, le gouvernement donc, a sa part de responsabilité dans les services et pour arriver efficacement à prendre en charge ces personnes qui souffrent de déficience intellectuelle. Dans le pronostic, donc ça reste un peu variable. Donc, le pronostic, une déficience légère ou moyenne, on peut arriver à une certaine autonomie, on peut arriver à une certaine intégration dans la société. Donc, la plupart des personnes atteintes de trisomie 21, donc lorsqu'ils approchent de 40-50 ans, donc il y a une dégénérescence, proche de la maladie d'Alzheimer. Les pathologies psychiatriques sont plus fréquentes à l'âge adulte par rapport à la population générale, bouffées délirantes, schizophrénie et troubles de personnalité. Merci à vous. Donc, c'est le premier cours. Est-ce que vous avez des questions? Différence entre l'autisme et le retard mental au premier âge. Pardon? Je parle sur le diagnostic. Comment faire la différence entre l'autisme et le retard mental au premier âge?
Bon, il faut savoir que le retard mental, bon, je vais répondre juste à cette question-là. Sinon, vous avez ma boîte mail, vous pouvez m'envoyer des questions parce qu'on a le deuxième cours. Bon, je réponds juste à cette question. Par rapport au premier, donc, le développement de l'enfant, il faut savoir déjà, il faut connaître l'autisme. L'autisme, il se spécialise par trois, c'est-à-dire une altération dans trois domaines différents. Dans le domaine de, c'est-à-dire de communication, dans le domaine d'intégration, de communication, ce que je dis, c'est-à-dire langage, réceptif et expressif dans la compréhension, c'est-à-dire les comportements, ce qu'on appelle une altération dans certains comportements, ce qu'on appelle des comportements, des stéréotypies, des comportements répétés, des gestes répétés, et une altération aussi dans l'intégration dans la société. Les trois domaines, l'enfant, c'est-à-dire autiste, assez différent des autres, c'est-à-dire assez limité dans sa compréhension, isolé, retiré. Mais la déficience intellectuelle, l'enfant, donc on va parler essentiellement d'une déficience moyenne, parce que les déficiences sévères, ouais, l'handicap est assez important et il est visible. Mais par exemple, pour le moyen, on va dire, le développement de l'enfant, l'enfant, c'est-à-dire qu'il y a une déficience intellectuelle, il essaye d'intégrer la société. Par exemple, il essaye de jouer avec ses enfants, mais les capacités, mais l'enfant autiste, au contraire, tu gardes un développement assez normal, on va dire physiologiquement normal dans le développement physique, ça fait gars isolé, mais il a parce que l'enfant qui a une déficience intellectuelle, comme par exemple, je sais pas, je vous donne exemple, la trisomie 21. L'enfant handicapé, la trisomie 21 a un retard mental. Mais le gars, il intégrer la société, il est communicatif. Donc, il veut, par exemple, jouer avec les autres enfants. Il veut communiquer avec les autres. La communication. Alors que l'enfant autiste, non, il est complètement isolé. Il ne va pas vers l'autre. Il ne va pas vers, c'est-à-dire la société. C'est une petite différence. Mais il faut savoir aussi que l'autisme, on va dire presque 40 à 50%, jusqu'à 70% des enfants autistes, s'ils n'ont pas une prise en charge assez adaptée, ils développent un retard mental. Parce que lequel internet communique avec la société, tu vas perdre tes capacités et des compétences. On va dire que, comme l'évaluation de l'intelligence se base sur le raisonnement, sur la pensée abstraite, sur l'intégration sociale. Et donc, tu perds ces capacités-là et tu deviens au fur et à mesure un retard mental. Et qu'on a un retard mental. Donc, c'est deux entités assez différentes. Et c'est large d'explications. Il y a beaucoup de paramètres pour faire la différence. Peut-être, je ne sais pas, on aura l'occasion de discuter ça sur le plan pratique. Mais d'habitude, c'est-à-dire s'il y avait quelque chose de pratique, ce service ou la haja, on a comme vraiment la différence entre ces deux cas. Si vous avez des questions assez particulières, n'hésitez pas, faites la boîte mail. D'accord, merci, docteur. J'entame rapidement, c'est-à-dire le deuxième cours qui est la toxicomanie. Le cours pour vous, c'est-à-dire futur médecin, la toxicomanie est assez importante parce que maintenant, il faut que la société tana, ce qu'il y a essentiellement. Ce qu'il y a comme produit de consommation, s'il y a comme, c'est-à-dire pour l'adulte jeune, c'est-à-dire des consommations de plusieurs types de psychotropes, de plusieurs drogues. Donc, ça devient, c'est-à-dire un phénomène assez important de comprendre. Pour vous, en tant que futur médecin, ce qui est essentiel à retenir, c'est les définitions et mettre le concept d'addiction. Actuellement, on a ce qu'on appelle toxicomanie. Parce que donc, la toxicomanie, elle est plutôt stigmatisante, elle est plutôt péjorative dans le terme. C'est-à-dire, pour nous, un toxicomane, c'est un criminel. Mais dans la société, c'est-à-dire donc actuellement et dans le développement, rarement on utilise le terme de toxicomanie. Donc, on utilise plus ce qu'on appelle addiction, une addiction. Donc, l'addiction, là, c'est-à-dire c'est deux concepts aussi à diversifier. On a l'addiction, c'est-à-dire la consommation d'un produit, et l'addiction comme comportement. On fait des comportements, ce qu'on appelle des addictions, comme par exemple des achats excessifs, comme les jeux télé. Donc, il y a certains critères par rapport à chaque consommation, critères de diagnostic par rapport à chaque consommation et par rapport au comportement aussi d'addiction. Donc, la toxicomanie est délaissée au fur et à mesure. On ne parle plus de toxicomanie, on parle plus d'addiction à un produit ou à un comportement. Là, c'est le premier concept. Deuxièmement, pour vous, il faut retenir
des termes utilisés dans le domaine, le concept d'addiction. Il y a des termes qui reviennent à la définition et des termes qu'on peut utiliser de façon sémiologique et scientifique. Là, il faut les retenir et les connaître. Parce que c'est qui font la différence entre Wahd qui connaît, c'est-à-dire le domaine de l'addiction, et Wahd qui utilise des noms à quelques au fur et à mesure. Donc, les conduites toxicomaniaques sont caractérisées par un mode de consommation pathologique. Donc, la consommation est assez pathologique au-dessus d'une substance psychoactive. Cette substance devient indispensable à l'usager. Indispensable à l'usager. Donc, elle peut être, c'est-à-dire, il y a la consommation, par exemple, du kiff, du cannabis, de l'héroïne, de la cocaïne. Il y a plusieurs consommations de psychotropes. Donc, des fois, on parle d'un mésusage, c'est-à-dire une utilisation, un usage de produits ou de substances. Le passage d'un usage vers, c'est-à-dire une addiction, là, c'est par rapport à la consommation et par rapport à la dépendance. Cette substance qui devient indispensable à l'usager. Donc, il y a des gens qui, par exemple, qui consomment occasionnellement du kiff, par exemple. Le passage, par exemple, de consommation une fois un mois, une fois dans une fête, là, passage à une toxicomanie, là, c'est par rapport à un certain critère. Donc, premièrement, donc, elle devient indispensable à l'usager et il ne peut pas se retenir de la consommer malgré ses caractères souvent dangereux et illicites. Donc, une pathologie, c'est-à-dire un produit consommé de façon indispensable, ne peut se retenir à la consommer malgré le caractère dangereux et illicite. Illicite, c'est-à-dire dans le cas des psychotropes, la consommation, on sait que par exemple c'est illégal d'acheter du cannabis ou d'autres psychotropes. Donc là, malgré le caractère dangereux sur sa vie et sur, c'est-à-dire sur le plan légal, et malgré ça, il consomme de façon quotidienne, malgré, c'est-à-dire ce caractère dangereux. Donc la toxicomanie sous-entend une pharmacodépendance spécifique qui découle d'une rencontre entre un produit, une personnalité et un moment socio-culturel. Donc la toxicomanie, essentiellement chez nous, c'est de la pharmacodépendance. Donc le patient dépend c'est-à-dire d'un produit ou d'une substance au cours de certains facteurs qui interviennent. Donc le moment où il y a la consommation, donc des fois la consommation se fait seule, des fois avec l'entourage, des fois dans une fête. Donc, la personnalité de cet individu, est-ce que c'est une personnalité assez fragile ou c'est une pathologie associée à une certaine pathologie psychiatrique qui incite à une consommation pour réduire sa tension, réduire sa anxiété. Donc, certains caractères de personnalité qui interviennent lors de la toxicomanie. Donc, la pharmacodépendance, je reviens à la définition, ce qu'on appelle pharmacodépendance selon l'OMS. Donc, c'est un état psychique et parfois physique résultant de la prise en charge d'une drogue caractérisée par des modifications du comportement. Donc, il y a une prise de drogue, il y a des modifications dans le comportement de ce patient, donc des réactions comprenant toujours un besoin compulsif de prendre une drogue de façon continue ou périodique, afin d'en éprouver les effets psychiques et parfois supprimer le malaise consécutif à son absence. Donc, on consomme le produit pour arriver à un certain plaisir lié physique, psychique essentiellement au physique, lié à sa consommation de cette drogue, ou parfois supprimer le malaise lié à l'absence de cette drogue. Vous savez qu'il y a certaines drogues, il y a une dépendance. En absence de consommation, il y a ce qu'on appelle le syndrome de sevrage. Donc, il y a un malaise physique et psychique. Ce malaise physique et psychique, des fois, on a besoin de reconsommer cette substance afin d'éliminer ce malaise, afin de retrouver, c'est-à-dire un certain, on va dire, un effet, c'est-à-dire un plaisir éprouvé par la consommation. Donc, enlever, c'est-à-dire un malaise, supprimer le malaise suite à une absence, ou consommer cette substance pour avoir un effet, c'est-à-dire bénéfique, ou un effet, c'est-à-dire de relaxation. Parfois, il peut y avoir donc un accoutumance, qu'on appelle une tolérance. On va voir la définition, c'est quoi la tolérance. Et une personne peut être dépendante d'un ou de plusieurs drogues en même temps. Il y a la consommation,
des fois du kiff, des fois du cannabis, des fois de l'héroïne, des fois de la cocaïne et des fois des psychotropes, comme c'est-à-dire des médicaments utilisés pour d'autres causes. Donc, la dépendance, la toxicomanie repose sur l'invincible désir et besoin de continuer à consommer de la drogue et à se la procurer par tous les moyens. Là, c'est-à-dire par tous les moyens, ce qu'on appelle la dépendance. La dépendance est en fonction de la drogue utilisée, de la personnalité du sujet et du contexte. Donc, il y a c'est-à-dire des substances où il y a une dépendance rapide et assez importante, comme par exemple la cocaïne. Il y a une dépendance qui est relative en fonction de la consommation. Par exemple, relativement, on va dire, qui prend du temps, comme du cannabis, en fonction bien sûr de la consommation et la durée de consommation et le produit consommé. Des fois, la cannabis, des fois, l'alcool prend un peu plus de temps de dépendance par rapport, par exemple, à la cocaïne ou l'héroïne. Donc, la personnalité du sujet, pourquoi il a consommé ça? Est-ce qu'il s'agit d'une anxiété? Est-ce qu'il y a d'une pathologie psychiatrique qui s'accompagne? Et le contexte, des fois la consommation au cours d'une réunion avec des adolescents, au cours d'une fête. Donc, le contexte à étudier pour certaines personnes. Donc, la tolérance ou l'accoutumance. Donc, la tolérance est un état d'adaptation pharmacologique qui nécessite d'accroître la dose de drogue afin d'obtenir l'effet psychologique initial. Donc, au début, c'est-à-dire le patient ou l'individu consomme, par exemple, une drogue. On va dire, par exemple, le kiff. Il va prendre, je ne sais pas, 2 joints par jour. Là, c'est-à-dire pour avoir l'effet qui est souhaitable. La tolérance, c'est-à-dire il sera obligé pour arriver, c'est-à-dire il a consommé 2 joints et la santé du plaisir, un bien-être. Vous voyez, un plaisir, consommation de 2 joints. Pour arriver à ce plaisir-là, par exemple, après une semaine, 2 semaines, pour arriver à ce plaisir-là, on va dire, on va le coter à 5. Il est de plaisir de 5. Pour arriver à 5, il doit consommer, par exemple, 4 à 5 joints pour arriver à ce plaisir de 5, coté de 5. Donc, vous voyez ce qu'on appelle la tolérance ou l'accoutumance. Il est obligé d'augmenter la dose pour arriver au plaisir initial. Donc là, ce qu'on appelle l'accoutumance. Donc, il augmente la dose pour arriver à cette dose-là, pour arriver à ce plaisir-là. Donc, le plaisir initial. Le craving, donc l'envie irrépressible, le craving, de réaliser sans cesse les comportements addictifs. Ce qu'on appelle l'envie de consommer. Il a toujours envie de consommer ce produit-là. Et il a toujours besoin de faire des joints. Il a toujours besoin de ce qu'on appelle une envie irrépressible. Donc l'envie, ce qu'on appelle le craving, qui revient toujours après la consommation. Des fois, après quelques heures de consommation, il se retrouve l'envie de consommer rapidement. C'est-à-dire, le craving, ce n'est pas le syndrome de sevrage. Hein. L'envie qui se présente là, après cette envie, s'il ne consomme pas, s'installe un syndrome de sevrage avec des manifestations physiques et psychiques. Donc, vous connaissez maintenant la tolérance ou l'accoutumance, qui est c'est-à-dire l'obligation d'augmenter la dose pour arriver à cette satisfaction, c'est-à-dire d'obtenir l'effet initial au fur et à mesure. Et le craving, c'est l'envie irrépressible de réaliser ce comportement addictif. L'addiction, ce terme-là qui revient au fur et à mesure dans notre, c'est-à-dire dans notre cours et par la suite dans notre littérature nouvelle, addiction. Donc, c'est un processus dans lequel est réalisé un comportement. Donc, là, à une consommation. On parle de comportement. Donc, consommer une drogue, c'est un comportement. Avoir un comportement addictif, c'est-à-dire comme par exemple des jeux excessifs, un achat excessif, des comportements assez particuliers, on parle maintenant de comportement. On ne se limite pas à une substance. Donc, avoir pour fonction de procurer du plaisir et de soulager un malaise intérieur qui se caractérise par l'échec répété de son contrôle et sa persistance en dépit des conséquences négatives. Donc, malgré ce qu'on appelle l'existence des cas dangereux dans la consommation, c'est-à-dire
des manifestations dangereuses physiques et psychiques, le caractère illicite de la consommation. Donc, malgré tout ça, des conséquences, et les conséquences négatives sur le physique, sur l'état mental et physique de la personne, malgré tout ça, il y a toujours, c'est-à-dire, il a toujours la persistance de consommer, l'échec de son contrôle. Il ne peut pas se contrôler pour se procurer ce produit-là. Les critères sont similaires à ceux des critères de définition du DSM et de la CIM. Donc, grosso modo, c'est-à-dire dans la classification, il y a les mêmes symptômes qui reviennent, donc les mêmes symptômes par rapport à la consommation. Donc, il y a une différence, certaines différences par rapport aux produits consommés. Par exemple, les critères DSM ou la CIM pour la cocaïne ne sont pas presque les mêmes par exemple, du cannabis, mais grosso modo, les critères, il y a une certaine particularité, mais grosso modo, dans l'addiction, dans le comportement addictif ou la substance addictive, les critères sont similaires. Donc, le comportement peut être la consommation de substances psychoactives, donc l'alcool, tabac, médicaments. On parle alors dans ce cas de troubles liés à l'usage d'une substance psychoactive. Donc, un trouble lié à l'usage de substances psychoactives, c'est un chapitre presque à part dans le DSM et le CIM. Mais il existe aussi des addictions sans substance ou addictions comportementales comme le jeu au hasard, l'argent, le sexe, l'Internet, l'achat et l'exercice physique. Là, on parle d'addiction comportementale. Donc, on peut séparer trois grands ensembles de symptômes participant aux troubles addictifs. Donc, on a mis dans la classification du DSM et la CIM trois grands syndromes ou symptômes comportementaux. Syndrome des troubles liés à troubles addictifs. Donc, on a le symptôme comportemental. Il s'agit d'envahissement progressif de la vie quotidienne du sujet par les comportements addictifs au détriment des autres rituels de vie. Donc, si par exemple, il a une famille, vous m'entendez? Oui, docteur. D'accord. Donc, on classe les troubles addictifs dans les symptômes. On a les symptômes comportementaux. C'est-à-dire, on va parler d'une personne, par exemple, moi, j'ai par exemple une famille, j'ai un travail, c'est-à-dire une hygiène de vie. Donc, il y a l'envahissement progressif de la vie quotidienne. Donc, il perd, c'est-à-dire son hygiène de vie progressivement est remplacée essentiellement au détriment des autres, c'est-à-dire au détriment des autres, c'est-à-dire comportements addictifs. Donc, il perd sa famille, il perd son travail au détriment des autres rituels de vie, donc le perte de contrôle progressif de sa vie. Donc, c'est-à-dire notre vie est faite de chaînes, c'est-à-dire personnelles, professionnelles, par exemple de sport. Donc, la chaîne d'addiction prend le dessus. Donc, il perd le contrôle progressif. L'impossibilité croissante d'arrêter ou de réduire les comportements addictifs et l'envie irrépressible, craving, de réaliser sans cesse les comportements addictifs. Donc là, s'installe ce qu'on appelle le craving. C'est l'envie à chaque fois irrépressible de consommer, de faire son addiction et prend le relais essentiellement par rapport à sa vie quotidienne. Donc, il perd le contrôle progressivement de sa vie. Deuxièmement, la répercussion sociale ou médicale durable et significative dans la vie du sujet. Donc, il perd le contrôle de sa vie, il s'isole, se marginalise, donc perte d'emploi, séparation et des problèmes financiers. Donc, la consommation prend, c'est-à-dire de l'argent. Donc, il perd de l'argent dans sa consommation. Il y aura rapidement des répercussions médicales qui sont plutôt spécifiques au type de trouble et en particulier lorsqu'il s'agit d'un trouble lié à l'usage de substances psychoactives. Donc, l'installation d'une certaine marginalisation, d'un isolement, perte d'emploi, donc une perte de sa sociabilité, dans son intégration sociale, et s'installe par la suite des répercussions physiques et psychiques liées à cette consommation-là. Parallèle, donc, l'usage chronique de substances psychoactives a des conséquences médicales propres, en parallèle au processus addictif lui-même. Donc, le processus addictif s'installe, qui est l'addiction, le craving, l'accoutumance, qui est la tolérance, donc s'installe progressivement. En plus, donc, il perd ce contrôle de sa vie professionnelle, la vie familiale.
et l'apparition de signes physiques et psychiques liés à l'utilisation de cette substance. Donc, les signes physiques, ça dépend de la substance et le moyen utilisé. Donc, l'apparition de certains, je ne sais pas, s'il prend de la cocaïne, c'est l'apparition de certains problèmes ORL. S'il prend, par exemple, en sniffé, s'il prend, par exemple, des injections, l'apparition, donc, c'est-à-dire de maladies infectieuses, de maladies dermatologiques. Donc, s'installent des maladies en fonction de la substance utilisée. Donc, les symptômes pharmacologiques propres aux troubles liés à l'usage de substances, donc l'exposition chronique et répétée de la substance entraîne des phénomènes d'adaptation cérébrale. Là, il s'installe ce qu'on appelle la tolérance, l'adaptation cérébrale progressive. Donc, l'individu a besoin d'augmenter la dose pour avoir, au début, pour avoir l'effet bénéfique, c'est-à-dire le plaisir. Mais par la suite, donc, d'effet à même dose de substance, il nécessite d'augmenter la dose pour obtenir le même effet. Puis, le sevrage s'installe. Le survenu donc d'un syndrome de sevrage spécifique à la classe pharmacologique de la substance. Donc, l'apparition de symptômes de sevrage. Donc, le patient, il sera obligé d'augmenter la dose au début pour avoir le même effet initial. On va dire qu'il sera obligé de consommer pour éliminer le syndrome de sevrage. Donc, le plaisir initial, il a besoin de se soulager par rapport au syndrome de sevrage. Donc, voyez un petit peu le contexte. Au début, c'est une consommation pour plaisir. Deuxièmement, c'est une consommation, une surconsommation pour arriver à ce même plaisir. Et troisième des choses, c'est augmenter c'est-à-dire la consommation pour éliminer le syndrome de sevrage. Là, il perd du plaisir carrément. Carrément le mal-être, le malaise qui s'installe par le syndrome de sevrage, il est obligé de le supprimer par l'augmentation des doses. Donc, pour un diagnostic de certitude selon par exemple la CIM-10, au moins 3 des manifestations suivantes doivent habituellement avoir été présentes en même temps au cours de la dernière année. Donc, le désir puissant, ce qu'on appelle à consommer, difficulté de contrôle de l'usage de substances, syndrome de sevrage, substance psychoactive comme témoigne la survenue d'un syndrome de sevrage, caractéristiques de la substance ou l'usage de la même substance. Donc, si s'installe ce qu'on appelle le craving, l'addiction, la dépendance et mise en évidence d'une tolérance et l'abandon progressif de d'autres sources de plaisir et d'intérêt. Donc, il perd le contrôle de sa vie au profit de cette substance et la poursuite de la consommation de la substance malgré la survenue de conséquences manifestement nocives. On doit s'efforcer de préciser que le sujet était au courant, aussi le rôle dû être au courant de la nature et de la gravité des conséquences nocives. Donc, vous avez là les 6 en général critères pour parler d'une addiction comme pathologie. Donc, la drogue en fonction de la drogue. Donc, la première partie, c'est l'addiction et toutes les définitions qu'il y a. La deuxième partie, ce qu'on appelle la drogue. C'est quoi comme drogue? On a le produit psychoactif, naturel ou synthétique, utilisé par une personne pour modifier son état de conscience ou d'améliorer ses performances ou, c'est-à-dire d'installation d'un plaisir, donc ayant un potentiel. Cette drogue-là a un certain potentiel d'abus ou de dépendance et dont l'usage peut être légal ou non. Donc, les motifs de consommation, ils sont variables, ces motifs de consommation. Donc, on peut rechercher, donc, en fonction bien sûr de l'âge, des fois c'est par curiosité, des fois par évasion, parfois euphorie, chercher le bien-être, parfois dans le groupe, appartenir à un certain groupe, et parfois donc réduire l'angoisse, essentiellement liée à une certaine pathologie, personnalité pathologique, ou liée à une pathologie psychiatrique. Donc, vous voyez, le contexte de consommation est variable. Donc, la classification des drogues. Les drogues, il y a plusieurs classifications des drogues, en fonction, c'est-à-dire de la substance en elle-même, en fonction de l'effet, c'est-à-dire recherché. Donc, il y a plusieurs classifications utilisées. On distingue classiquement 3 catégories de substances selon les effets psychiques lors de la prise aiguë. Donc, il y a les sédatifs, il y a les stimulants, il y a les psychodysleptiques, ce qu'on appelle les psychodysleptiques. Ces 3 catégories, donc, recouvrent en général la majorité des substances.
qui restent toujours pharmacologiquement très hétérogènes. Donc, en cherchant les effets, on peut les classer en 3 catégories. Donc, ce qu'on appelle les sédatifs ou les psycholeptiques, les stimulants ou le psychoanaleptique, et les perturbants qui perturbent l'activité psychique, ce qu'on appelle les psychodysleptiques. Donc, comme les sédatifs, on a les opiacés, les barbituriques, les hypnotiques ou les tranquillisants. Donc, comme vous voyez, la plupart, c'est des psychotropes, les benzodiazépines, la morphine, les opiums. Les stimulants, comme les amphétamines, comme la cocaïne, comme le crack, le café, donc bon, c'est-à-dire à des degrés variables, bien sûr. Mais, c'est-à-dire l'amphétamine est dérivée, comme c'est-à-dire l'ecstasy, et la cocaïne comme des stimulants. L'amphétamine, comme dérivé de l'amphétamine, on a ce qu'on appelle par exemple des traitements. Il y a des traitements aussi comme la stratera, utilisée comme le traitement de l'ETADA, trouble difficile de l'attention avec ou sans hyperactivité. On utilise le dérivé de l'amphétamine. Donc, et la cocaïne utilisée comme des stimulants. Les perturbants, donc une psychodysleptique, donc comme le des hallucinogènes comme les LSD, les poudres d'ange, donc il y a beaucoup des solvants comme l'éther et l'alcool sont des perturbants. Donc les perturbants, ce qu'on appelle, ils perturbent l'activité psychique. Donc là, on peut avoir plusieurs hallucinations qui s'installent. Les stimulants, donc c'est-à-dire ils accélèrent l'activité psychique. Donc c'est pour ça qu'ils stimulent. Donc il y a une certaine puissance. Et les sédatifs, donc ralentissent ce qu'on appelle ralentissent l'activité psychique. Donc en fonction de ces 3 effets, donc on a la catégorie des drogues utilisées par le consommateur. Donc, essentiellement, la consommation. Donc, suite à cette consommation, il y aura plusieurs complications. Bien sûr, il y a des complications spécifiques à la substance utilisée pour consommer. Donc, il y a des complications somatiques, altération de l'état général, des fois des comas, des infectieux comme le VIH, les hépatites, les septicémies, et les infections bronchopulmonaires. Neurologiques, comme syndrome de Korsakoff, qu'on peut trouver donc dans l'alcoolisme chronique, une détérioration mentale, le syndrome cérébelleux et des polynévrites neurologiques en fonction de le produit consommé. Les psychiatriques, on appelle ce qu'on appelle l'ivresse pathologique liée à la consommation d'alcool, une confusion mentale, des troubles d'humeur, des psychoses délirantes, des pharmacopsychoses chroniques. Et il y a des pathologies qui arrivent de façon aiguë, d'installation aiguë lors de la consommation, rapidement. Docteur, il nous reste 30 secondes.